le 1er juillet 1944 à 17h40. Le maréchal Gerd von Rundstedt décrocha le téléphone dans son quartier général à Saint-Germain-en-Laye, un grand château juste à l'ouest de Paris qui avait autrefois appartenu à la royauté française. La lumière du soir filtrait à travers de hautes fenêtres sur des cartes couvertes de marques rouges et bleues montrant la disposition des forces à travers la Normandie. À l'autre bout de la ligne se trouvait le maréchal Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées allemandes. Il appelait depuis la Wolfschanze le quartier général fortifié d'Hitler, caché dans les forêts de Prusse orientale, à plus de 1600 kilomètres de distance. Keitel voulait savoir quelle était la situation en Normandie. Sa voix portait la tension nerveuse d'un homme qui devrait relayer la réponse qu'il recevrait à un leader de plus en plus détaché de la réalité militaire. 25 jours s'étaient écoulés depuis les débarquements alliés du 6 juin. Les Américains venaient de capturer Cherbourg, le port en eau profonde qui leur permettrait bientôt de déverser des approvisionnements en France à un rythme industriel. Les Britanniques progressaient péniblement vers Caen, la ville clé qui contrôlait le réseau routier vers l'intérieur de la France. Les pertes allemandes étaient stupéfiantes. Tués, blessés, disparus, capturés. L'équivalent de multiples divisions avait simplement cessé d'exister. Les renforts n'arrivaient pas. La Luftwaffe ne pouvait pas contester le contrôle des cieux. Le front s'effritait centimètre par centimètre, jour après jour. Keitel posa la question qu'Hitler exigeait de poser depuis des semaines. Que devons-nous faire? Von Rundstedt marqua une pause. La ligne crépitait de parasites. Il avait 68 ans, le maréchal le plus ancien de l'armée allemande, un soldat professionnel qui avait servi l'État allemand pendant plus de 50 ans sous 3 gouvernements différents. Il avait commandé la conquête de la Pologne en 35 jours. Il avait mené le groupe d'armées sud à travers l'Ukraine en 1941, couvrant 650 kilomètres en 3 mois. Il avait supervisé la défense de l'Europe occidentale depuis 1942. Il avait étudié la guerre toute sa vie adulte. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. « Terminez la guerre, imbécile !» dit-il. « Quoi d'autre pouvez-vous faire ?» La ligne resta silencieuse. Keitel ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Von Rundstedt avait prononcé la vérité que tout le monde au haut commandement allemand connaissait, mais que personne n'osait articuler. La guerre était perdue. Continuer à se battre ne ferait que déterminer à quel point l'Allemagne serait détruite avant la reddition inévitable. En quelques jours, von Rundstedt fut relevé de son commandement. Hitler le remplaça par le maréchal Günther von Kluge, un officier compétent qui se révélerait tout aussi incapable d'inverser la situation que von Rundstedt ne l'avait été. La guerre continuerait encore 10 mois. Des millions d'autres mourraient. Les villes allemandes seraient réduites en ruines. L'armée rouge se battrait jusqu'à Berlin, exigeant une terrible revanche pour les horreurs que l'Allemagne avait infligées à l'Union soviétique. Et l'homme qui avait vu la vérité, l'avait énoncée clairement et avait été écarté pour son honnêteté, regarderait depuis sa retraite tout ce qu'il avait prédit se réaliser exactement comme il l'avait prévu. Ce qui s'est passé durant ces 25 jours entre le jour J et cet appel téléphonique révèle quelque chose de profond sur la manière dont les organisations militaires échouent lorsque l'honnêteté devient punissable. Cela montre ce qui arrive lorsque les hommes au sommet refusent d'écouter ceux qui voient réellement le champ de bataille. Et cela démontre une vérité qui s'applique bien au-delà de la guerre. Les personnes les plus proches d'un problème le comprennent souvent le mieux, mais celles qui en sont les plus éloignées ont souvent le plus de pouvoir pour les ignorer et le plus d'incitation à le faire. Pour comprendre pourquoi von Rundstedt a dit ce qu'il a dit et pourquoi cela lui a coûté son commandement, il faut comprendre ce qu'il observait depuis le printemps 1944 et quel genre d'homme il était. Gerd von Rundstedt est né le 12 décembre 1875 à Aschersleben, une petite ville de Saxe prussienne. Sa famille avait fourni des officiers aux États prussiens et allemands depuis des générations. Le service militaire n'était pas un choix de carrière pour les von Rundstedt. C'était une tradition familiale, une obligation de classe, une identité. Son père avait servi comme lieutenant dans la Hesse et était plus tard monté au grade de général. Son grand-père avait combattu contre Napoléon.
L'attente que le jeune Gerd devienne officier était aussi naturelle que l'attente qu'il apprenne à lire. Il entra dans l'armée allemande comme cadet en mars 1892 à l'âge de 16 ans. En 1914, lorsque la Grande Guerre commença, il était capitaine servant dans l'état-major d'un corps d'armée. Il passa la guerre dans des postes d'état-major, apprenant l'art de déplacer de grandes formations, de coordonner l'artillerie et l'infanterie, de gérer la logistique qui déterminait si les armées avançaient ou mouraient de faim. Il n'atteignit jamais la célébrité en tant que commandant de première ligne, mais il développa une réputation de compétence méthodique, de clarté de pensée et d'une capacité à rester calme lorsque les situations se détérioraient. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, von Rundstedt resta dans la petite armée professionnelle que le traité de Versailles permettait à l'Allemagne de maintenir. Il monta régulièrement dans la hiérarchie. En 1932, il commandait une division de cavalerie. En 1936, il était l'un des généraux les plus anciens de l'armée allemande. Lorsqu'Hitler arriva au pouvoir en 1933, von Rundstedt était déjà une figure établie, un représentant de la vieille aristocratie militaire prussienne qui précédait le mouvement nazi de plusieurs siècles. Von Rundstedt n'était pas un nazi. Il ne rejoignit jamais le parti. Il n'exprima jamais d'enthousiasme pour l'idéologie nationale-socialiste. Il considérait Hitler avec un mélange de distance professionnelle et de mépris aristocratique. Parmi ses camarades officiers, il appelait Hitler le caporal bohémien, en référence au rang modeste d'Hitler dans la Grande Guerre et à ses origines autrichiennes. Von Rundstedt se considérait comme un soldat de l'Allemagne, pas comme un soldat d'un mouvement politique. Sa loyauté était envers l'État, envers l'armée, envers les traditions du service militaire prussien. Les politiciens allaient et venaient, l'armée perdurait. Mais von Rundstedt était aussi un homme de son temps et de sa classe, ce qui signifiait qu'il était prêt à servir quiconque contrôlait l'État allemand, quelles que soient ses méthodes ou ses objectifs. Quand Hitler lança la guerre, von Rundstedt la combattit. Il ne remit pas en question si la guerre était juste. Il ne démissionna pas en signe de protestation lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, un pays avec lequel elle avait signé un pacte de non-agression seulement quelques mois plus tôt. Il faisait simplement son travail, et il était brillant. Sa campagne en Pologne en septembre 1939 fut un chef-d'œuvre de guerre interarmes. Il commanda le groupe d'armées sud, avançant depuis la Silésie vers Varsovie avec vitesse et précision. Ses forces couvrirent 320 kilomètres en 2 semaines, encerclant les armées polonaises et les empêchant d'établir des lignes défensives cohérentes. La campagne fut terminée en 35 jours. La Pologne cessa d'exister en tant que nation indépendante. En mai 1940, von Rundstedt mena le groupe d'armées A lors de l'invasion de la France. Ses forces réalisèrent la poussée décisive à travers les Ardennes, les hautes terres boisées de Belgique et du Luxembourg, que les planificateurs français avaient considérées comme impossibles pour les chars. 7 divisions Panzer avancèrent à travers les routes étroites et émergèrent derrière les principales positions défensives françaises. En 6 semaines, la France avait capitulé. C'était la plus grande victoire militaire allemande depuis les guerres d'unification du XIXe siècle. En juin 1941, von Rundstedt commanda le groupe d'armées sud lors de l'invasion de l'Union soviétique. Ses forces avancèrent à travers l'Ukraine, couvrant 650 kilomètres en 3 mois, capturant Kiev dans l'une des plus grandes opérations d'encerclement de l'histoire militaire. Plus d'un demi-million de soldats soviétiques furent tués ou capturés dans la poche de Kiev seul. La réputation de von Rundstedt comme l'un des plus fins commandants d'Allemagne était assurée. Mais von Rundstedt vit aussi quelque chose que les idéologues de Berlin refusèrent de voir. L'Union soviétique ne s'effondrait pas. L'armée rouge, malgré des pertes catastrophiques, ne se rendait pas. De nouvelles divisions apparaissaient pour remplacer celles détruites. L'industrie soviétique évacuée au-delà des montagnes de l'Oural continuait à produire des chars et des avions. L'hiver 1941 stoppa l'avance allemande aux portes de Moscou. La victoire rapide qu'Hitler avait promise n'arrivait pas. En décembre 1941, von Rundstedt ordonna un retrait de Rostov, une ville du sud de la Russie, que ses forces ne pouvaient plus tenir. Hitler fut furieux. Il avait interdit tout retrait. Von Rundstedt offrit sa démission et Hitler l'accepta.
Pour la première fois, le maréchal apprit ce qui arrivait au commandant qui disait à Hitler des choses qu'il ne voulait pas entendre. Mais l'Allemagne avait besoin de von Rundstedt. En mars 1942, Hitler le rappela et le nomma commandant en chef à l'Ouest. Sa mission était de préparer la défense de la côte atlantique de la Norvège à l'Espagne, près de 5000 kilomètres de côte. Les Alliés finiraient par envahir. Tout le monde le savait. La question était de savoir où, quand et si l'Allemagne pourrait vaincre l'invasion quand elle arriverait. Von Rundstedt commandait des douzaines de divisions sur le papier. En réalité, beaucoup étaient en sous-effectif, mal entraînés, ou remplis de soldats qui n'avaient rien à faire sur une ligne de front. Certaines divisions consistaient principalement en hommes plus âgés, conscrits dans la quarantaine après que les hommes plus jeunes eurent été tués ou capturés à l'Est. D'autres divisions contenaient des Osttruppen, soldats des territoires conquis de l'Union soviétique qui s'étaient portés volontaires ou avaient été contraints de servir l'Allemagne. Leur fiabilité était douteuse. Leur équipement était souvent obsolète. La Luftwaffe avait perdu la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale. Les bombardiers alliés frappaient l'industrie allemande de jour comme de nuit, et les forces de chasse qui tentaient de les arrêter étaient broyées dans une bataille d'attrition qu'elles ne pouvaient pas gagner. La Kriegsmarine avait perdu la bataille de l'Atlantique. Les U-Boot naviguaient encore, mais ils étaient coulés plus vite qu'ils ne pouvaient être construits, et les routes de convoi apportant hommes et matériel américains en Grande-Bretagne coulaient librement. Von Rundstedt était chargé de tenir un continent avec une armée qui saignait déjà à mort à l'Est contre des ennemis qui contrôlaient la mer et le ciel sans perspective de renfort et sans marge d'erreur. Il comprenait les mathématiques de la situation, il comprenait que la position stratégique de l'Allemagne se détériorait chaque mois, mais il était soldat, et les soldats font leur devoir. Il préparerait la meilleure défense possible, et espérerait que les circonstances pourraient changer. Le problème fondamental était les ressources. L'Allemagne n'avait pas assez d'hommes, assez de chars, assez d'avions ou assez de carburant pour défendre partout à la fois. La côte atlantique s'étirait sur des milliers de kilomètres. Les Alliés pouvaient débarquer presque n'importe où. Des décisions devaient être prises. Des priorités devaient être fixées. Les forces devaient être concentrées sur les sites d'invasion les plus probables, tout en acceptant des risques ailleurs. Et c'est là que le conflit commença. Von Rundstedt voulait maintenir ses divisions Panzer en réserve, positionnées loin derrière la côte, peut-être à 160 km à l'intérieur des terres. Son raisonnement relevait de la doctrine militaire classique. On ne peut pas être fort partout. Alors, on attend que l'ennemi s'engage, puis on concentre sa force au point décisif et on contre-attaque. Les réserves Panzer seraient le marteau qui écraserait la tête de pont allié une fois sa localisation confirmée. Essayer de disperser les blindés le long de toute la côte les rendrait trop faibles partout pour être décisifs nulle part. Mais le maréchal Erwin Rommel, qui avait été nommé pour commander le groupe d'armée B sous von Rundstedt en novembre 1943, n'était pas du tout d'accord. Rommel avait combattu les Britanniques et les Américains en Afrique du Nord. Il savait ce que la puissance aérienne alliée pouvait faire. Il avait vu ses convois de ravitaillement brûler sur les routes du désert vers Tobrouk. Il avait vu ses chars détruits par des chasseurs bombardiers avant qu'ils n'atteignent le champ de bataille. Il avait expérimenté les effets dévastateurs des tirs navals sur les positions côtières. Rommel croyait qu'une fois les Alliés établis à terre, les blindés allemands n'atteindraient jamais la côte. Les chasseurs bombardiers alliés détruiraient les panzers sur les routes. Les canons navals alliés briseraient toute contre-attaque qui approcherait des plages. La seule chance, soutenait Rommel, était de vaincre l'invasion dans les premières heures sur les plages, avant que les Alliés ne consolident leur position. Chaque char, chaque canon, chaque soldat devait être aussi près de l'eau que possible. L'invasion devait être arrêtée au niveau de l'eau, où elle ne le serait pas du tout. Rommel dit célèbrement à son état-major que les premières 24 heures seraient décisives pour les Alliés comme pour l'Allemagne. Ce serait le jour le plus long. Les deux hommes avaient des points valables. L'approche classique de von Rundstedt avait fonctionné tout au long de l'histoire militaire. L'évaluation de Rommel sur la puissance aérienne et navale alliée était exacte.
Un compromis aurait peut-être mieux fonctionné qu'aucune des approches seules. Mais Hitler, avec son caractère, choisit la pire option possible. Il compromit en gardant le contrôle direct des divisions Panzer clés lui-même. La division Panzerlehr et la 12e division SS Panzer ne pouvaient pas bouger sans l'autorisation personnelle d'Hitler. Cette décision enleva la flexibilité stratégique aux commandants sur le terrain. Cela signifiait que lorsque l'invasion arriverait, les hommes qui pourraient voir ce qui se passait devraient demander la permission à un homme à 1600 kilomètres qui ne pouvait rien voir du tout. Cela signifiait des retards. Cela signifiait de la confusion. Cela signifiait que les heures critiques après le débarquement seraient gaspillées à attendre une autorisation qui pourrait ou non venir. 6 juin 1944, jour J. Les Alliés débarquèrent sur 5 plages, sur une étendue de 80 kilomètres de la côte normande. À Utah Beach, la 4e division d'infanterie américaine débarqua avec des pertes relativement légères. À Omaha Beach, les 1ère et 29e divisions d'infanterie américaine tombèrent sur la 352e division d'infanterie allemande et souffrirent terriblement avec plus de 2000 tués et blessés dans les premières heures. Aux plages Gold, Juno et Sword, les forces britanniques et canadiennes s'établirent contre une résistance déterminée, mais finalement insuffisante. 156 000 hommes débarquèrent le premier jour. 11 000 avions les soutinrent, maintenant un contrôle complet des cieux sur la zone d'invasion. Près de 7 000 navires les délivrèrent, la plus grande armada navale jamais assemblée. Plus de 23 000 troupes aéroportées, dont 13 000 parachutistes américains, avaient sauté ou atterri en planeur derrière les lignes allemandes pendant la nuit, s'emparant de ponts et de carrefours routiers clés, créant le chaos dans les zones arrières allemandes. C'était la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine. Von Rundstedt apprit les débarquements vers 6h30 du matin, lorsque les rapports commencèrent à filtrer depuis les unités de défense côtière. Des parachutistes atterrissaient depuis des heures. Le bombardement naval avait commencé avant l'aube. L'ampleur de l'attaque était immédiatement claire. Ce n'était pas un raid, c'était l'invasion. Von Rundstedt demanda immédiatement la libération des réserves Panzer. Les 12e divisions SS Panzer et Panzerlehr étaient positionnées pour contre-attaquer si on leur donnait la permission de bouger. Chaque heure de retard permettait aux Alliés de renforcer leur tête de pont. Chaque heure comptait. La demande parvint au quartier général d'Hitler, au Berghof, en Bavière, où il séjournait depuis la fin du printemps. Il était resté debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin à regarder des actualités avec Goebbels et Eva Braun. Son médecin personnel lui avait donné un somnifère pour traiter son insomnie chronique. Son état-major, terrifié par ses rages, refusa de le réveiller. Le Führer avait laissé des ordres explicites de ne pas être dérangé. Même Albert Speer, le ministre de l'Armement, arrivé au Berghof vers 10 heures du matin, trouva Hitler encore endormi. Les panzers restaient immobiles, leurs moteurs froids, leurs équipages attendant des ordres qui ne venaient pas. Les heures passèrent. Les Alliés consolidèrent leur position. Davantage d'hommes et d'équipements débarquèrent. Les têtes de pont se relièrent. La fenêtre pour une contre-attaque décisive commença à se fermer. Lorsqu'Hitler se réveilla enfin vers midi, il hésita encore. Il était convaincu que la Normandie était une diversion, que la véritable invasion viendrait à pas de Calais, le point le plus étroit de la Manche, seulement 34 kilomètres de la côte britannique. Les opérations de déception alliées, nommées Fortitude, avaient convaincu le renseignement allemand qu'un groupe d'armées massif sous les ordres du général George Patton attendait dans le sud-est de l'Angleterre pour frapper à Calais. Toute l'opération en Normandie, croyait Hitler, était conçue pour attirer les réserves allemandes loin de l'objectif réel. Hitler refusa de libérer les réserves Panzer avant d'être certain. Il les maintint en place, attendant une attaque sur Calais qui ne viendrait jamais. La déception était si efficace que Hitler continua à croire à l'armée fantôme pendant des semaines après le jour J, retenant des forces qui auraient pu être engagées en Normandie. Lorsque les Panzers reçurent enfin l'autorisation de bouger en fin d'après-midi, vers 16 heures, les avions alliés attendaient. Les colonnes de chars et de camions se déplaçant sur les routes françaises en plein jour étaient des cibles faciles.
Les chasseurs bombardiers frappèrent encore et encore, détruisant les véhicules, bloquant les routes, créant le chaos. Ce qui aurait dû être un déploiement rapide devint une épreuve épuisante. La 21e division Panzer, la seule unité blindée assez proche pour contre-attaquer le jour J, lança une attaque décousue ce soir-là. Un groupe de combat atteignit effectivement la côte entre les plages britanniques, mais il était trop faible pour exploiter la pénétration. À la nuit tombée, il s'était retiré après avoir perdu 70 de ses 124 chars. Le moment de rejeter les Alliés à la mer était passé. Ils ne reviendraient jamais. Von Rundstedt regarda cela se dérouler avec un désespoir croissant. Chaque heure qui passait permettait aux Alliés de débarquer plus d'hommes, plus de chars, plus d'artillerie. Chaque heure leur permettait de renforcer les positions défensives et d'amener des approvisionnements supplémentaires. Chaque heure réduisait les chances de victoire de l'Allemagne et ils ne pouvaient rien y faire. Les décisions étaient prises en Bavière par un homme qui n'avait jamais commandé de troupes au combat, qui refusait de visiter le front, qui s'appuyait sur des punaises colorées sur une carte pour comprendre des situations qui ne pouvaient être saisies qu'en les voyant de première main. La première semaine après le jour J confirma les pires craintes de von Rundstedt. Les Alliés n'allaient pas être repoussés. Ils s'installaient, renforçaient leurs forces, se préparaient à percer vers l'intérieur de la France. Les contre-attaques allemandes échouèrent les unes après les autres. La 12e division SS Panzer, lorsqu'elle arriva enfin, lança des attaques qui causèrent de lourdes pertes alliées, mais ne parvinrent pas à déloger la tête de pont. La division Panzerlehr, l'une des formations blindées les mieux équipées d'Allemagne, fut engagée dans les combats morceau par morceau et commença à subir des pertes qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Les renforts étaient retardés par les attaques aériennes alliées sur les chemins de fer et les ponts français. La destruction systématique du réseau ferroviaire français était en cours depuis des mois avant le jour J. Maintenant, ces effets se faisaient pleinement sentir. Les divisions qui auraient dû atteindre la Normandie en quelques jours mettaient des semaines. La résistance française ajoutait au chaos, coupant les lignes téléphoniques, tendant des embuscades aux convois, fournissant des renseignements aux forces alliées. Le front se stabilisait, mais il se stabilisait en faveur de l'ennemi. Le 17 juin, 11 jours après le débarquement, von Rundstedt et Rommel rencontrèrent Hitler à Margival, un complexe de bunkers de commandement près de Soissons, connu sous le nom de Wolfsschlucht II, qui avait été construit en 1940 pour l'invasion planifiée de la Grande-Bretagne. Ce fut la seule fois qu'Hitler utilisa cette installation. Ce fut aussi la première fois qu'Hitler se rendit en France depuis l'armistice de 1940. Il avait refusé de visiter le front malgré les demandes répétées de ses commandants. Maintenant, il venait, mais seulement dans un bunker, loin derrière les lignes, protégé par des couches de sécurité. Il avait volé du Berghof à Metz la veille, puis avait voyagé en convoi motorisé pendant la nuit. Hitler arriva pâle et épuisé, ses mains tremblant visiblement. Il marchait voûté, sa célèbre énergie avait cédé la place à une agitation nerveuse qui alarma les officiers qui le virent. Plus tard, on comprendrait qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, bien qu'à l'époque, les symptômes fussent attribués au stress et au surmenage. Rommel parla le premier. Il décrivit la situation avec une honnêteté brutale. Le front tenait à peine. Les pertes s'élevaient à 2500 hommes par jour, et les remplaçants arrivaient à un rythme d'environ 1000. Les Alliés avaient une supériorité aérienne complète. Les soldats allemands ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas se ravitailler, ne pouvaient pas renforcer en plein jour sans être attaqués depuis les airs. Chaque jour, le renforcement allié devenait plus fort, tandis que la force allemande diminuait. Les mathématiques de la situation étaient indéniables. À moins qu'un changement dramatique n'intervienne, le front finirait par s'effondrer. Rommel pressa Hitler de considérer les implications politiques. Si la guerre à l'Ouest ne pouvait être gagnée militairement, peut-être qu'une solution diplomatique devrait être recherchée. Peut-être que des négociations pourraient préserver quelque chose de la position de l'Allemagne avant qu'un effondrement total ne rende toute négociation impossible. Hitler explosa. Il accusa Rommel de défaitisme, de manquer de foi, de ne pas comprendre la situation. Il insista sur le fait que de nouvelles armes renverseraient la situation.
Les bombes volantes fin, un venait de commencer à frapper Londres. Les fusées fait 2 suivraient. Les avions à réaction balayeraient les bombardiers alliés du ciel. Les armes miracles changeraient tout. Hitler exigea que les troupes se battent pour chaque centimètre de terrain. Pas de retraite, pas de retrait. Chaque position serait tenue jusqu'au dernier homme. La volonté surmonterait les désavantages matériels. La foi vaincrait l'arithmétique. Il ordonna que Cherbourg soit tenu à tout prix. La conférence prit fin abruptement lorsqu'une fusée fait un erroné tomba à proximité, envoyant tout le monde se précipiter à couvert. Von Rundstedt dit peu pendant la conférence. Il avait appris qu'argumenter avec Hitler était inutile. Le Führer ne répondait pas à l'analyse raisonnée. Il répondait à ses propres intuitions, ses propres croyances, sa propre conviction qu'il comprenait la guerre mieux que les professionnels qu'il avait étudiés toute leur vie. Von Rundstedt évalua plus tard que la discussion n'avait eu aucun succès. L'homme, qui avait autrefois pris des paris audacieux et décisifs basés sur des évaluations précises des faiblesses de l'ennemi, s'accrochait maintenant à des fantaisies sur des armes miracles et une détermination inébranlable. La réunion se termina sans résolution. Aucun changement stratégique ne fut autorisé. Les ordres restaient les mêmes, tenir partout, contre-attaquer quand c'est possible, attendre les armes miracles, avoir la foi. Von Rundstedt et Rommel retournèrent en France, sachant qu'ils n'avaient rien changé. Ils avaient présenté les faits, ils avaient expliqué la situation, ils avaient été ignorés. Les deux hommes comprenaient maintenant que la guerre continuerait jusqu'à ce que l'Allemagne soit totalement vaincue, parce que l'homme aux commandes ne permettrait aucun autre résultat. La situation se détériora rapidement au cours des jours suivants. Le 18 juin, les forces américaines coupèrent la péninsule du Cotentin, isolant la forteresse de Cherbourg avec ses installations portuaires vitales. Hitler ordonna à la garnison de tenir jusqu'au dernier homme. Ils combattirent avec détermination, mais la détermination ne pouvait pas arrêter l'artillerie et l'infanterie américaine. La ville tomba les 26 et 27 juin. Après des combats désespérés, le commandant de la garnison se rendit. Les fortifications du port tinrent jusqu'au 29 juin avant de capituler finalement. Les ingénieurs américains eurent bientôt le port partiellement opérationnel. En quelques mois, ils traiteraient 14 000 tonnes de ravitaillement par jour. Pendant ce temps, les Britanniques progressaient péniblement vers Caen, la ville clé que le général Bernard Montgomery avait espéré capturer le jour J même. 3 semaines après le débarquement, Caen était toujours aux mains des Allemands, mais la bataille pour la ville consommait la réserve blindée allemande à un rythme insoutenable. L'opération Epsom, lancée le 26 juin, poussa les Britanniques à moins de 3 kilomètres de la ville avant d'être stoppés par une résistance allemande désespérée. Mais arrêter l'offensive britannique coûta à l'Allemagne des chars et des équipages entraînés qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Les divisions Panzer que von Rundstedt avait voulu conserver pour des opérations mobiles étaient broyées dans des combats défensifs statiques. Chaque jour, des douzaines de chars étaient détruits par les tirs navals, par l'artillerie, par les chasseurs bombardiers, par les blindés alliés. Chaque jour, des équipages vétérans qui avaient mis des années à s'entraîner étaient tués ou blessés. L'armée allemande à l'ouest saignait à mort, tenant un terrain qui serait de toute façon perdu. Von Rundstedt comprenait cela, Rommel comprenait cela, les commandants sur le terrain comprenaient cela. Seul Hitler refusait de comprendre. Le 29 juin, von Rundstedt et Rommel rencontrèrent Hitler à nouveau, cette fois au Berghof, sa retraite dans les Alpes bavaroises. Ils volèrent de France en Allemagne, un voyage de plusieurs heures, laissant le front qui s'effondrait derrière eux. Le fait que les maréchaux aient dû parcourir 1600 kilomètres pour parler à leur commandant disait tout sur la dysfonction des arrangements de commandement allemands. Rommel exposa à nouveau la situation en des termes qui ne pouvaient être mal compris. Le front ne peut pas tenir indéfiniment, dit-il. Les troupes se battent bravement, mais elles ne peuvent pas combattre des chars avec des fusils. Elles ne peuvent pas arrêter des avions avec des mitrailleuses. Chaque jour, nous perdons du terrain que nous ne pouvons pas reprendre. Les Alliés deviennent plus forts, tandis que nous devenons plus faibles. La seule question est de savoir si nous perdons la guerre lentement ou rapidement. Si nous dépensons toute notre armée à tenir un territoire sans valeur, ou si nous la préservons pour une défense qui pourrait réellement réussir.
Hitler répondit avec des arguments familiers. De nouvelles divisions arriveraient. Les armes miracles dévasteraient l'Angleterre. L'alliance entre les puissances occidentales et l'Union soviétique s'effondrerait de ses contradictions internes. Les démocraties occidentales perdraient leur volonté de combattre lorsque les pertes augmenteraient. L'Allemagne n'avait besoin que de tenir jusqu'à ce que la marée tourne. Von Rundstedt parla enfin. Il avait écouté ces arguments pendant des mois. Il les avait vus échouer à correspondre à la réalité pendant des mois. Il en avait assez du discours professionnel poli qui ne changeait rien. La guerre à l'Ouest est perdue, dit-il. Pas en train d'être perdue, mais perdue. La question n'est pas de savoir si l'Allemagne sera vaincue, mais quand et à quel coût. Chaque jour où la guerre continue, davantage de soldats allemands meurent pour rien. Chaque jour apporte plus de destruction aux villes allemandes. La seule voie rationnelle est de chercher à mettre fin au combat avant que l'Allemagne ne soit totalement détruite, avant qu'il ne reste plus rien à sauver. Hitler le fixa. La pièce devint silencieuse. D'autres officiers regardèrent le sol, refusant d'être associés à une franchise aussi dangereuse. Puis Hitler commença à parler, sa voix s'élevant avec fureur. Il accusa von Rundstedt de lâcheté, de défaitisme, de trahir le peuple allemand et les soldats combattant au front. Il insista sur le fait que la victoire était encore possible si seulement les généraux y croyaient, si seulement ils se battaient avec la détermination qu'il exigeait. La réunion se termina sans résolution. Rien n'avait changé, rien ne changerait. Von Rundstedt et Rommel retournèrent en France, sachant qu'ils avaient dit la vérité et avaient été rejetés pour l'avoir dite. 2 jours plus tard, le 1er juillet 1944, vint l'appel téléphonique de Keitel. Le déclencheur immédiat était l'effondrement des positions défensives autour de Cherbourg et la détérioration de la situation sur la péninsule du Cotentin. Cet après-midi-là, le haut commandement allemand avait contremandé les ordres de von Rundstedt, permettant aux unités blindées de se retirer de la portée des tirs navals alliés près de Caen. Keitel, parlant pour Hitler, voulait savoir ce qui devrait être fait pour stabiliser le front. Von Rundstedt n'avait plus de patience pour la comédie. Il avait averti pendant des semaines. Il avait été ignoré pendant des semaines. Il avait regardé de bons soldats mourir pendant des semaines pour une cause déjà perdue. Lorsque Keitel demanda ce qui devrait être fait, von Rundstedt répondit avec la seule réponse honnête qui restait « Terminez la guerre, imbécile. Quoi d'autre pouvez-vous faire ?» Les mots n'étaient pas diplomatiques. Ils n'étaient pas enrobés dans le langage prudent que les généraux utilisaient pour s'adresser au leadership politique. Ils n'étaient pas adoucis par des qualifications ou pondérés par des interprétations alternatives. Ils étaient brutaux, directs et dévastateurs, et ils mirent fin au commandement de von Rundstedt. La réponse d'Hitler vint rapidement. Le lendemain, le 2 juillet, Hitler émit l'ordre de révocation. Le maréchal Günther von Kluge fut convoqué pour prendre le poste de commandant en chef à l'Ouest. On dit à von Rundstedt de rentrer chez lui et d'attendre d'autres ordres. L'annonce officielle attribua son départ à l'âge et à la mauvaise santé. Il n'y eut pas de cour martiale, pas de disgrâce publique, pas de confrontation dramatique. Hitler avait encore besoin de l'apparence du soutien de la vieille aristocratie militaire prussienne, encore besoin du prestige que des officiers comme von Rundstedt apportaient au régime. Mais la carrière active de von Rundstedt semblait terminée. Il avait dit la vérité et la vérité n'était pas tolérée. Ce qui suivit prouva chaque mot que von Rundstedt avait prononcé comme étant exact. Von Kluge arriva confiant de pouvoir réussir là où von Rundstedt avait échoué. Il avait commandé avec succès sur le front de l'Est. Il croyait que la situation à l'Ouest pouvait être stabilisée si elle était gérée correctement. En quelques jours, il comprit la réalité. La situation était exactement aussi mauvaise que von Rundstedt l'avait décrite, peut-être pire. Les Alliés n'allaient pas être arrêtés. Le 20 juillet 1944, moins de 3 semaines après le renvoi de von Rundstedt, un groupe d'officiers militaires allemands tenta d'assassiner Hitler. Le colonel Klaus von Stauffenberg plaça une bombe dans une mallette et la plaça sous une table de conférence à la Wolfschanze pendant un briefing avec Hitler. La bombe explosa à 12h42, tuant 4 personnes et en blessant beaucoup d'autres. Mais Hitler survécut.
Une lourde table en chêne l'avait protégé du pire de l'explosion. Il émergea avec les tympans éclatés, des brûlures et des blessures causées par des éclats de bois, mais bien vivants. La conspiration s'effondra en quelques heures. Les conspirateurs avaient supposé qu'Hitler était mort et avaient commencé à mettre en œuvre leur plan pour s'emparer du pouvoir, nommé Opération Valkyrie. Lorsque la nouvelle parvint qu'Hitler avait survécu, le coup d'État s'effondra. Les conspirateurs furent arrêtés, torturés et exécutés. Stauffenberg fut fusillé par un peloton d'exécution dans la cour du Bendlerblock peu après minuit, criant « Vive l'Allemagne sacrée !» avec son dernier souffle. D'autres furent pendus avec des câbles de piano à des crochets à viande. Leurs morts furent de filmer pour qu'Hitler les regarde. Des milliers d'autres furent arrêtés dans la purge qui suivit, alors que la Gestapo arrêtait tous ceux qui étaient liés, même ténuement, à la résistance. Près de 5000 personnes seraient finalement exécutées en lien avec le complot. Rommel fut impliqué dans la conspiration. Il avait connaissance du complot et ne l'avait pas signalé. Certaines preuves suggéraient qu'il avait été plus activement impliqué, bien qu'il le niât lors des interrogatoires. Les preuves contre lui étaient suffisamment solides pour qu'Hitler ne puisse les ignorer. Mais Rommel était trop populaire pour être jugé. Ses victoires en Afrique du Nord en avaient fait un héros national. Un procès public révélerait que le général le plus célèbre d'Allemagne s'était retourné contre le régime. On offrit à Rommel un choix. Il pouvait faire face au Volksgerichtshof, où la condamnation et l'exécution étaient certaines, et où sa famille affronterait des persécutions par la suite, où il pouvait prendre du poison et mourir en héros, avec sa famille protégée et sa réputation préservée. L'État annoncerait qu'il était mort de ses blessures suite à une attaque de mitraillage aérien plus tôt. Il recevrait des funérailles nationales avec tous les honneurs militaires. Le 14 octobre 1944, deux généraux, Wilhelm Burgdorf et Ernst Maisel, arrivèrent au domicile de Rommel à Erlingen avec le poison. Rommel se remettait de blessures subies lorsque sa voiture de fonction avait été mitraillée par des avions alliés en juillet. Il dit à sa femme Lucie et à son fils Manfred ce qui allait arriver. Il leur fit ses adieux, marcha vers la voiture qui attendait et avala la capsule de cyanure. Il avait 52 ans. L'homme qui avait compris la situation en Normandie mieux que presque quiconque, qui avait pressé Hitler de chercher la paix alors qu'il y avait encore quelque chose à négocier, était mort parce qu'il avait eu raison. Les funérailles nationales qui suivirent le présentèrent comme un héros mort de ses blessures. Von Kluge ne s'en sortit pas mieux. Début août, la percée américaine à Saint-Lô brisa le front allemand. L'opération Cobra perça les lignes allemandes et se déversa dans l'intérieur français. Von Kluge ordonna une contre-attaque à Mortain que Hitler avait exigée, même si Von Kluge savait qu'elle était sans espoir. La contre-attaque échoua. Les forces allemandes furent presque encerclées à Falaise, alors que les forces américaines et britanniques refermaient un piège autour d'elles. Plus de 50 000 soldats allemands furent tués ou capturés dans la poche de Falaise. La 7e armée allemande cessa d'exister en tant que force combattante efficace. Lorsqu'Hitler soupçonna von Kluge d'avoir tenté de négocier avec les Alliés, il fut rappelé à Berlin. Le 19 août 1944, sur la route du retour en Allemagne près de Metz, von Kluge arrêta sa voiture sur le bas-côté et avala du cyanure. Il avait 61 ans. Il laissa une lettre à Hitler, l'exhortant à montrer la grandeur nécessaire pour mettre fin à une lutte sans espoir. La lettre ne changea rien. Le modèle était indéniable. Chaque commandant supérieur qui voyait la vérité et la disait était détruit. Hitler s'entourait d'hommes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, et il détruisait les hommes qui lui disaient ce dont il avait besoin. Le système punissait l'honnêteté et récompensait l'illusion. Il garantissait son propre échec. Pendant ce temps, la situation militaire s'effondra exactement comme von Rundstedt l'avait prédit. Paris tomba le 25 août 1944, libéré par les forces françaises avec le soutien américain. En septembre, les Alliés étaient à la frontière allemande. Les Pays-Bas, la Belgique et la majeure partie de la France avaient été libérés. La Wehrmacht à l'ouest avait perdu plus de 400 000 hommes depuis le jour J.
La guerre que von Rundstedt avait déclarée perdue en juillet consuma encore 8 mois de combat. La campagne de bombardement s'intensifia. Les villes allemandes brûlèrent. Dresde, Hambourg, Cologne, Berlin et des douzaines d'autres furent réduites à des champs de ruines. Des centaines de milliers de civils moururent. La production industrielle s'effondra. Le réseau de transport se désintégra. L'Allemagne était systématiquement détruite, tandis que son leadership insistait sur le fait que la victoire était encore possible. Sur le front de l'Est, la situation était encore plus catastrophique. L'opération Bagration, lancée par les Soviétiques le 23 juin 1944, détruisit le groupe d'armées centre-allemand dans une défaite encore plus dévastatrice que Stalingrad. Les Soviétiques avancèrent de 650 km en 2 mois, atteignant les abords de Varsovie en août. En janvier 1945, ils avaient atteint l'Oder, à moins de 80 km de Berlin. Des millions moururent, soldats et civils, dans une guerre qui continuait seulement parce qu'un homme refusait d'accepter la réalité et s'entourait de subordonnés trop effrayés ou trop loyaux pour lui dire la vérité. Et pourtant, remarquablement, l'histoire de von Rundstedt n'était pas terminée. En septembre 1944, alors que l'Allemagne faisait face à une invasion à la fois de l'Est et de l'Ouest, Hitler rappela von Rundstedt au commandement. Le vieux maréchal fut ramené au poste même dont il avait été écarté, commandant en chef à l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Les généraux compétents étaient morts, emprisonnés, disgraciés ou épuisés. Hitler avait besoin de quelqu'un avec du prestige et de l'expérience pour maintenir ensemble une armée qui s'effondrait, quelqu'un dont le nom commandait encore le respect parmi le corps des officiers. Von Rundstedt accepta. Il avait 69 ans, était fatigué et souffrait de problèmes cardiaques. Il n'avait aucune illusion sur ce qu'il pouvait accomplir. Il dit à son état-major que sa mission était de présider à une catastrophe, pas de l'empêcher. La guerre était perdue. Tout le monde, sauf Hitler, le savait. Mais l'Allemagne se battait encore, et des soldats mouraient encore, et quelqu'un devait donner les ordres, même si ces ordres ne pouvaient pas changer l'issue. En décembre 1944, Hitler lança sa dernière grande offensive à l'ouest. L'attaque à travers les Ardennes, qui deviendrait la bataille des Ardennes, était le plan d'Hitler, pas celui de von Rundstedt. Le maréchal s'y était opposé dès le début. Il pensait que les forces allouées étaient insuffisantes pour les objectifs assignés. Il pensait que la situation logistique rendait impossible des opérations offensives soutenues. Il pensait que tout le concept était stratégiquement insensé, un pari qui ne pouvait pas réussir et qui consumerait les dernières réserves de l'Allemagne. Le carburant n'existait pas pour atteindre Anvers, l'objectif déclaré. La Luftwaffe ne pouvait pas fournir un soutien aérien soutenu. Même si l'attaque perçait, elle ne pourrait être exploitée ou soutenue. Von Rundstedt proposa une attaque plus limitée, la petite solution, qui pourrait obtenir un succès local sans tout risquer. Hitler la rejeta. L'attaque se déroulerait comme il l'avait ordonné. L'offensive avança le 16 décembre 1944 avec environ 30 divisions, les dernières réserves opérationnelles significatives que l'Allemagne possédait. Elle obtint une surprise complète. Les Américains furent pris au dépourvu, convaincus que l'Allemagne n'avait plus la force d'attaquer. Le front se courba. Une poche profonde de 80 km se forma dans les lignes américaines. Certaines unités furent submergées, d'autres s'enfuirent paniquées. Pendant quelques jours, il sembla que le pari d'Hitler pourrait réussir. Mais von Rundstedt avait raison sur tout ce qui importait. L'offensive manqua de carburant avant d'atteindre ses objectifs. Les chars allemands restèrent immobiles sur les routes, leurs réservoirs vides. Des cibles faciles pour les avions alliés une fois que le temps se serait éclairci. La résistance américaine à des points clés, particulièrement Bastogne, retarda l'avance allemande et perturba le calendrier. Lorsque le ciel s'éclaircit après Noël, la puissance aérienne alliée revint avec un effet dévastateur. La poche commença à rétrécir. Fin janvier 1945, les Allemands étaient revenus à leur point de départ, ayant perdu environ 100 000 victimes et 800 chars qui ne pourraient jamais être remplacés. L'offensive des Ardennes n'avait rien accompli, sauf à accélérer la défaite de l'Allemagne en consumant des ressources qui auraient pu prolonger la résistance de quelques semaines.
Les Ardennes furent le dernier souffle de la capacité offensive allemande. Après son échec, il ne restait plus que la retraite, la défense et la reddition éventuelle. Von Rundstedt le savait. Tout officier avec une quelconque compréhension de la réalité militaire le savait. Mais la guerre continua quand même, parce qu'un homme ne permettait pas qu'elle se termine. En mars 1945, von Rundstedt fut écarté pour la dernière fois. Les forces américaines avaient capturé le pont Ludendorff à Remagen, le 7 mars, traversant le Rhin intact. C'était la première fois depuis Napoléon qu'une armée ennemie traversait le Rhin. Hitler avait besoin de quelqu'un à blâmer pour l'échec de la destruction du pont. Von Rundstedt n'avait rien à voir avec la décision, rien à voir avec les préparatifs de démolition, rien à voir avec l'échec, mais il était le commandant supérieur. Il fut relevé et remplacé par le maréchal Albert Kesselring. Von Rundstedt rentra chez lui auprès de sa famille. Il avait 69 ans, était épuisé et gravement malade. Il avait servi l'Allemagne pendant plus d'un demi-siècle. Il avait commandé des armées dans 3 guerres. Il avait remporté de grandes victoires et supervisé de terribles défaites. Et à la fin, il avait été prouvé qu'il avait raison sur tout ce qui importait et puni pour avoir eu raison. L'Allemagne se rendit sans condition le 8 mai 1945. Hitler était mort, s'étant tiré une balle dans son bunker berlinois le 30 avril, alors que les forces soviétiques se rapprochaient. Le Reich de Milan avait duré 12 ans et 4 mois. La guerre en Europe avait tué environ 40 millions de personnes, dont 6 millions de Juifs assassinés dans l'Holocauste. L'Allemagne elle-même gisait en ruine, divisée entre les puissances victorieuses, ses villes détruites, sa population sans abri, son futur incertain. Von Rundstedt fut capturé par les forces américaines de la 36e division d'infanterie le 1er mai 1945 dans un hôpital à Bad Tölz, où il était soigné pour un grave problème de jambes et des problèmes cardiaques. Il fut retenu comme prisonnier de guerre et traité avec la courtoisie due à son rang et à son âge. Les Américains étaient incertains sur ce qu'ils devaient faire de lui. Il était clairement un commandant supérieur qui avait servi Hitler tout au long de la guerre. Mais il était aussi un officier militaire traditionnel qui avait apparemment été en désaccord avec de nombreuses politiques nazies et avait été écarté 2 fois pour avoir parlé trop honnêtement. En janvier 1949, von Rundstedt fut accusé de crimes de guerre par les Britanniques. Les accusations principales concernaient le traitement des prisonniers de guerre et l'exécution de commandos alliés capturés sous l'infâme ordre commando d'Hitler, qui avait ordonné que tous les commandos soient fusillés immédiatement après capture plutôt que traités comme prisonniers de guerre. Von Rundstedt avait transmis cet ordre aux unités sous son commandement. Des commandos alliés avaient été exécutés en conséquence. Le procès n'eut jamais lieu. La santé de von Rundstedt se détériora tellement qu'il ne pouvait pas comparaître en cour. Les autorités britanniques conclurent finalement que poursuivre un vieil homme mourant ne servirait à rien. Les charges furent abandonnées. Von Rundstedt fut libéré de détention en mai 1949. Von Rundstedt passa ses dernières années à la retraite près de Celle, une petite ville en Basse-Saxe, dans la zone d'occupation britannique. Il vécut tranquillement avec sa femme, évitant l'attention publique, donnant occasionnellement des interviews à des historiens militaires qui cherchaient son point de vue sur la guerre. Il refusait généralement de discuter de la période nazie ou de son propre rôle. Lorsqu'on lui demandait au sujet d'Hitler, il était méprisant mais ne s'excusait pas. Lorsqu'on lui demandait au sujet de la guerre, il était analytique, mais rarement introspectif. Il n'écrivit jamais de mémoire. Il ne publia jamais de justification pour ses actions. Il ne chercha jamais à s'expliquer au public ou à la postérité. Que ce soit dû à une mauvaise santé, à une réticence stoïque, ou à une réticence à affronter des vérités inconfortables sur sa propre complicité, personne ne peut le dire avec certitude. Gerd von Rundstedt mourut le 24 février 1953, à l'âge de 77 ans. Il fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière de Stöcken à Hanovre. Plus de 2000 personnes en deuil assistèrent. Sa tombe est marquée par une simple pierre portant son nom, son grade et ses dates. Elle ne dit rien sur son service, ses victoires, ses défaites ou ses célèbres mots à Keitel. La question que les historiens ont débattue depuis est ce que l'histoire de von Rundstedt nous dit sur la responsabilité morale en temps de guerre et dans les organisations plus généralement.
Certains soutiennent que von Rundstedt n'était qu'un général de plus ayant servi un régime criminel, que son mépris aristocratique pour Hitler ne l'empêcha pas de servir fidèlement, que sa compétence de soldat permit des atrocités qu'il n'ordonna jamais personnellement, mais qu'il facilita certainement. Les crimes de guerre dont il fut accusé étaient réels. L'ordre commando qu'il transmit mena à la mort de soldats alliés capturés qui auraient dû être protégés par les lois de la guerre. Les campagnes qu'il commanda en Pologne, en France et en Union soviétique tuèrent des millions. Son excellence professionnelle servit un régime criminel. D'autres soutiennent que von Rundstedt représentait la tragédie du soldat professionnel piégé dans un système criminel, qu'il n'était pas un vrai croyant, mais un artisan qui servit l'État sans questionner les fins de son service. Que ses célèbres mots à Keitel montraient un homme qui comprenait la vérité, mais ne pouvait agir sur elle que par la parole. Il était piégé, suggèrent ses interprètes, par sa propre conception du devoir, par les traditions d'obéissance, qui ne laissaient aucune place à l'indépendance morale, par une vie d'entraînement qui lui apprit à suivre les ordres plutôt qu'à les remettre en question. Peut-être que les deux interprétations contiennent des éléments de vérité. Peut-être que von Rundstedt était simultanément un professionnel compétent, un facilitateur passif du mal, un réaliste clairvoyant et un échec moral. Les êtres humains contiennent des contradictions. L'histoire n'offre pas de catégorie simple qui accommode la pleine complexité des vies individuelles. Ce qui est clair, c'est que von Rundstedt vit ce qui se passait plus précisément que presque quiconque au haut commandement allemand. 25 jours après le jour J, il comprit que la guerre était perdue au-delà de tout espoir raisonnable de rétablissement. Il comprit que continuer à se battre ne ferait qu'augmenter la destruction. Il comprit que le seul cours rationnel était de chercher la paix alors qu'il restait encore quelque chose à sauver. Et il avait raison. Tout ce qui arriva par la suite confirma son jugement. La bataille des Ardennes fut un gaspillage futile des dernières réserves de l'Allemagne. La défense du Rhin fut une action retardatrice qui n'acheta rien d'autre que du temps pour plus de destruction. La défense finale de Berlin fut un bain de sang qui ne servit aucun but militaire. Chaque jour où la guerre continua après le 1er juillet 1944 fut un jour qui coûta des vies allemandes et alliées sans changer l'issue ultime d'un degré. Von Rundstedt vit cela clairement. Il le dit directement. La leçon plus profonde de son histoire concerne la manière dont les organisations échouent lorsqu'elles punissent la vérité. L'Allemagne d'Hitler était un système optimisé pour l'auto-illusion. Les bonnes nouvelles remontaient à travers la chaîne de commandement. Les mauvaises nouvelles étaient filtrées, adoucies, retardées ou bloquées entièrement. Les officiers qui rapportaient honnêtement sur des situations défavorables étaient accusés de défaitisme et remplacés par des officiers qui rapportaient ce que le leadership voulait entendre. Le résultat fut une structure de commandement de plus en plus déconnectée de la réalité, prenant des décisions basées sur des fantaisies plutôt que sur des faits. Ce modèle apparaît à maintes reprises à travers l'histoire et à travers les organisations humaines. Des entreprises qui punissent les managers pour des évaluations honnêtes des problèmes. Des gouvernements qui promeuvent des officiels qui sont d'accord avec la politique établie et marginalisent ceux qui la remettent en question. Des armées qui réduisent au silence les officiers qui contestent la doctrine acceptée. Dans chaque cas, le confort à court terme de la conformité crée une catastrophe à long terme lorsque la réalité s'impose enfin. Les personnes au sommet de telles organisations prennent des décisions basées sur des informations qui ont été optimisées pour leur confort psychologique plutôt que pour l'exactitude. Elles en viennent à croire leur propre propagande parce que tous ceux autour d'elles la confirment. Et au moment où elles réalisent la vérité, lorsque la réalité devient impossible à nier, il est trop tard pour changer de cap. Les dégâts ont été faits. L'opportunité de correction est passée. Les mots de von Rundstedt, terminer la guerre, imbécile, n'étaient pas seulement une évaluation de la situation militaire de l'Allemagne en juillet 1944. C'était une condamnation d'un système qui avait rendu l'évaluation honnête impossible.
C'était une déclaration que les hommes aux commandes avaient perdu la capacité de voir ce que quiconque avec des yeux fonctionnels pouvait voir. C'était un cri de frustration d'un professionnel qui avait passé toute sa vie à maîtriser un métier exigeant seulement pour regarder ce métier détruit par des amateurs qui croyaient que la volonté pouvait se substituer à la réalité et que la foi pouvait surmonter l'arithmétique. Les imbéciles ne terminèrent pas la guerre. Ils continuèrent à se battre pendant 10 mois de plus. Ils présidèrent à la destruction de leur propre pays. Ils envoyèrent des centaines de milliers de jeunes hommes mourir dans des batailles qui ne pouvaient être gagnées pour des objectifs qui ne pouvaient être atteints. Et quand ce fut enfin terminé, quand les ruines fumaient encore et que les morts étaient encore comptés, les survivants demandèrent comment c'était arrivé, comment une nation de gens éduqués avait suivi un fou jusqu'à la destruction complète. Une partie de la réponse est que les personnes qui savaient la vérité, les personnes qui pouvaient voir clairement, les personnes qui osaient parler honnêtement furent systématiquement retirées. Elles furent renvoyées, arrêtées, exécutées ou poussées au suicide. Et les personnes qui les remplacèrent dirent des mensonges confortables jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à mentir, jusqu'à ce que l'ennemi soit dans les rues et que la chancellerie du Reich brûle. Von Rundstedt vit la fin venir 25 jours après le jour J. Il le dit clairement. Il fut écarté pour son honnêteté. Et l'Allemagne brûla encore pendant 10 mois parce que personne au pouvoir ne pouvait supporter d'entendre ce qu'il avait à dire.